Bonjour, nous sommes réunis pour les semaines de l'évolution professionnelle qui ont lieu du 10 au 21 octobre 2022, co-organisées par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique, en association avec les partenaires nationaux et régionaux. Donc aujourd'hui, on se regroupe pour le webinaire Je souhaite me reconvertir que nous allons voir ensemble. Donc, il y a quelques règles à connaître. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions, donc le chat, et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous intéressent le plus et les faire remonter en cliquant dessus pour qu'on puisse les voir toujours en fin de webinaire. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle ont lieu du lundi 10 au vendredi 21 octobre 2022 avec donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique, qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du secteur privé et des indépendants, donc en association avec les partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit et accessible à tous, et vous pouvez vous inscrire au webinaire qui vous intéresse selon les différentes thématiques. Donc moi, je suis Madame Gaëlle de Rosa, je suis conseillère en évolution professionnelle et référente Corse pour Antea RH Conseil. Donc nous allons parler de la thématique « Je souhaite me reconvertir ». Donc nous allons voir en quoi consiste et à qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle, les différentes étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel, les différents dispositifs de reconversion avec les conditions d'éligibilité, et comment on peut solliciter un conseiller en évolution professionnelle selon votre région. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Donc, le CEP, c'est un processus d'appui aux salariés et aux indépendants pour faire le point sur une situation professionnelle. Donc, le cas échéant, élaborer, formaliser ou mettre en œuvre une stratégie visant une évolution professionnelle. Vous pouvez aussi avoir des renseignements sur le site www.mon-cep.org. Donc, c'est un service qui est gratuit, qui est complètement confidentiel, qui est neutre, qui est surtout accessible à tous et impartial. Donc, à tout moment, si vous avez des interrogations, vous pouvez solliciter un conseiller en évolution professionnelle si vous êtes salarié ou indépendant. Donc, vous avez différentes structures qui délivrent ce service. Pour les salariés du secteur privé et des travailleurs indépendants, selon votre région, vous avez Antea RH Conseil pour la Corse, Évolution, EVA, Axis, BGE. Pour les cadres, vous avez l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ça va être Pôle emploi qui va délivrer ce service. Pour les moins de 26 ans, ça va être l'Union nationale des missions locales. Et pour les salariés ou indépendants en situation de handicap, on va s'en référer à Cap Emploi. Donc, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseiller accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut avoir plusieurs objectifs. Donc, on peut avoir une évolution professionnelle, un développement de compétences, une reconversion, donc dans un tout nouveau secteur d'activité, un changement de métier, une reprise ou une création d'activité, une certification professionnelle pour pouvoir développer ses compétences ou valider un diplôme, ou une mobilité interne ou externe. Donc voilà, on peut solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour toutes ces thématiques-là. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil qui est individualisé, qui s'adapte à la personne, pour pouvoir exprimer sa demande, son besoin. On accède à un premier niveau d'information. C'est-à-dire que dans un premier rendez-vous, vous allez avoir des informations sur les différents métiers, sur l'offre peut-être de formation dans votre région ou dans la région dans laquelle vous voulez déménager peut-être, sur l'environnement professionnel et sur les différents dispositifs de financement qui peuvent s'offrir à vous. Il faut également identifier les démarches possibles pour pouvoir poursuivre un accompagnement. L'accompagnement, il reste personnalisé. Il permet d'accéder à toute information utile pour l'élaboration de n'importe quel projet professionnel et surtout d'étudier sa faisabilité. C'est aussi à ça que va vous servir un conseiller en évolution professionnelle. C'est que même s'il est neutre, vous allez pouvoir étudier avec lui la faisabilité de votre projet et des idées que vous pouvez avoir. Donc, l'objectif également est de construire un plan d'action qui soit pertinent pour pouvoir le mettre en œuvre tout au long de l'accompagnement.
Il y a des étapes qui sont nécessaires pour mettre en œuvre votre projet professionnel. Donc, dans un premier temps, c'est la reconversion. Donc, la reconversion, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Ça peut être soit pour retrouver un nouvel emploi, soit pour exercer un nouveau métier, soit pour concrétiser un tout nouveau projet ou sortir d'une lassitude dans son travail actuel. Donc, quand on souhaite changer de métier, on doit contacter un conseiller en évolution professionnelle pour voir avec lui quelles sont les étapes pour élaborer et mettre en œuvre un tout nouveau projet et étudier sa faisabilité. Donc, les différentes étapes du projet professionnel. Donc, dans un premier temps, c'est faire le point sur son parcours. Donc, il y a plusieurs questions dont vous devez vous poser quand on souhaite se reconvertir. C'est analyser ses expériences. Quelles sont les expériences les plus significatives que vous avez pu avoir? Est-ce qu'elles peuvent être transférables? Sinon, est-ce qu'il y a des formations qui peuvent me permettre de développer d'autres compétences? L'objectif, c'est aussi de prendre du recul sur toutes les expériences que vous avez pu avoir, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, parce que ça peut être aussi des compétences propres. Et préparer aussi une réponse à la question « Présentez votre parcours ». Ça, c'est quand même très important. Dans n'importe quel projet, vous allez devoir présenter votre parcours et pourquoi aujourd'hui vous voulez changer de parcours professionnel. L'objectif est également d'ouvrir une réflexion sur le champ des possibles à travers donc, les compétences qui peuvent être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. La deuxième étape, c'est d'identifier et de valoriser ses expériences et ses compétences. Donc, il faut établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle et surtout valoriser les expériences extra-professionnelles et sociales qu'on a pu avoir donc, en dehors de son travail. L'objectif est aussi de synthétiser ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel et de mettre en évidence toutes les compétences transférables. Donc, les compétences transférables vous permettent d'identifier des compétences qui ne s'appuient pas forcément sur des situations professionnelles précises et que vous pouvez transférer pour d'autres secteurs d'activité. Alors, la troisième étape, c'est l'identification des ressources et des valeurs et des motivations. Donc, cette étape-là, elle doit vous permettre d'identifier vos valeurs personnelles et professionnelles, de formaliser ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail. Donc, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller vers un poste qui va vous permettre d'évoluer plus rapidement dans votre travail? Est-ce que c'est de vous dégager du temps libre? Est-ce que ça va être la paye qui va vous tenir dans votre emploi? Donc, il faut vraiment formaliser ce qui compte le plus pour vous dans votre rapport au travail, pour pouvoir bien identifier vos motivations et vos valeurs. Il faudra aussi identifier vos centres d'intérêt pour pouvoir, par la suite, formaliser vos motivations. Les motivations, c'est une étape qui est assez importante parce que ce soit pour la reconversion, pour l'étape de formation, on va toujours travailler sur les motivations du salarié ou de l'indépendant qui souhaite soit se former, qui souhaite développer ses compétences, etc. Parce que c'est ce qu'on va regarder pour pouvoir aussi vous accompagner au mieux. Alors, la quatrième étape, donc explorer les métiers et les débouchés. Donc, cette étape-là, elle doit vous permettre de découvrir de nouveaux métiers et de nouveaux domaines professionnels. Donc, l'objectif, c'est d'identifier des métiers qui sont en lien avec vos motivations, comme on l'a dit tout à l'heure, vos centres d'intérêt, mais aussi vos compétences. Et le point qui est assez important, c'est de mener des enquêtes métiers auprès de professionnels. Parce que souvent, on a une idée précise sur un secteur d'activité ou sur un métier. Et puis finalement, à travers une enquête, on se rend compte que ce n'était pas le cas. Donc, l'objectif au cours de ces enquêtes métiers, c'est d'aller vraiment voir des professionnels, de se confronter à l'environnement de travail, de poser les bonnes questions sur le métier, sur les débouchés, sur les conditions aussi de recrutement. Voilà, sur quel diplôme on doit s'orienter pour être recruté plus facilement ou pas. Et les enquêtes métiers, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Généralement, les enquêtes, elles sont soit téléphoniques, soit physiques. Et quand on s'intéresse vraiment à un secteur d'activité, les employeurs sont assez ouverts sur le fait de vous répondre sur ces fameuses enquêtes.
Par la suite, il y a aussi un recueil de données sur le secteur professionnel que vous visez, hein, les débouchés, etc. Vous pouvez également réaliser une période d'immersion en milieu professionnel. Ça peut être intéressant aussi. Après, ça dépend aussi de votre statut, parce que quand on est salarié, c'est toujours un petit peu plus délicat d'effectuer une période d'immersion, parce qu'on n'a pas forcément les documents pour, mais quand on est demandeur d'emploi, là, vous faites une PMSMP, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Et ensuite, vous pouvez faire valider en fait votre projet directement pour étudier sa faisabilité. La 5e étape est là pour déterminer le projet professionnel principal. Le fait d'avoir fait toutes les étapes en amont permet de dresser un premier bilan des pistes professionnelles qui vont émerger, qui vont arriver. Et à ce stade, vous êtes normalement en mesure de dégager un projet professionnel principal. Alors, pourquoi principal? Parce que vous pouvez avoir d'autres pistes, mais l'idéal, c'est d'en avoir au moins une. Donc, une fois que ce projet professionnel est identifié, vous passez aux étapes de faisabilité du projet, à l'étude financière et donc au dossier que vous faites avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, la 6e étape, c'est la recherche de formation. Selon ce que vous allez identifier, vous allez très certainement rechercher une formation si vous manquez des compétences dans le secteur dans lequel vous voulez vous orienter. Donc, il y a une mise en œuvre du projet qui nécessite une formation. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer quand même la pertinence de la formation au regard du projet et de sélectionner une formation qui va vous permettre de développer des compétences nécessaires, en tout cas, pour la mise en œuvre de ce projet-là. Bon, aujourd'hui, pour rechercher des formations, c'est toujours un petit peu difficile parce que vous avez l'outil du compte personnel de formation, mais vous n'avez pas tous les organismes, vous n'avez pas toutes les formations aussi qui peuvent être éligibles. Donc, l'objectif, c'est aussi de vous rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il puisse vous guider sur les différents centres de formation et sur les différentes formations possibles pour votre projet. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, le Covid a aussi ouvert la voie à de nombreuses formations distancielles. Donc, il y a énormément de centres de formation. Donc, il faudra aussi bien cibler le centre qui peut vous convenir, qu'il soit Calliope, qui est vraiment un référencement par rapport à ça. Ça, c'est quand même très important. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques sur le compte CPF et sur les formations en général. Donc, une fois que la formation est ciblée, donc on va étudier les possibilités de financement. Alors, les possibilités de financement vont dépendre aussi de votre statut. Si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, si vous êtes demandeur d'emploi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont fluctuer. À titre individuel et au vu de la situation de l'entreprise, il peut y avoir aussi d'autres dispositifs donc pour vous reconvertir, pour monter en compétences ou vous former tout simplement. Donc, les principaux dispositifs que vous connaissez très certainement, donc le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle PTP, le plan de développement des compétences et le dispositif d'émission reconversion. Bon, il y a d'autres dispositifs de financement que nous verrons tout au long du webinaire. Et la dernière étape, c'est mettre en place ce fameux plan d'action, donc qui va permettre vraiment de déterminer les différentes étapes à suivre. Alors, les dispositifs de reconversion. Donc là, on va parler vraiment de la partie financière. Comment vous pouvez mettre en œuvre votre projet pour pouvoir vous reconvertir efficacement. Alors, le compte personnel de formation. Donc, le compte personnel de formation, il est alimenté automatiquement chaque année. Généralement, il est alimenté au cours des mois de février et de mars. Et donc, pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, il cotise 500 € par an dans la limite de 5 000 €. Donc, 5 000 €, votre compte est plafonné à 5 000 € et donc vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, l'objectif, c'est de vous former tout au long de votre vie professionnelle pour que votre compte continue à atteindre ces fameux 5 000 €. Lorsqu'on est bénéficiaire, comme lorsqu'on est travailleur handicapé ou pour les salariés non qualifiés, il y a une majoration de 300 €. Donc, au lieu d'avoir 500 € par an, vous avez 800 € par an et dans la limite, pareil, de 8 000 €.
Donc, une fois qu'on arrive à 8 000, on ne peut pas les dépasser. Et l'objectif, c'est d'effectuer des formations chaque année, voilà, ou en tout cas pour vous former davantage. Au niveau du compte CPF, vous avez des formations qui sont éligibles. Alors, les formations éligibles au compte CPF, vous avez les accompagnements VAE, les certificats CLEA, les bilans de compétences, les accompagnements et conseils pour la création ou la reprise d'entreprise, donc qui vous permettent de travailler sur un business plan, enfin un prévisionnel en tout cas sur 3 ans, sur une étude de marché. Vous pouvez aussi avoir accès aux formations au code de la route et au permis de conduire. Ensuite, vous avez également accès à toutes les actions en fait, de formation certifiante ou diplômante qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Donc ça, c'est pour la partie du compte personnel de formation. Parce que lorsqu'on sollicite et qu'on mobilise son compte personnel de formation, la formation peut se dérouler hors ou sur votre temps de travail. Donc, si la formation s'effectue hors de votre temps de travail, donc là, il n'y a aucun problème. Si c'est pendant votre temps de travail, vous devez adresser une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Alors, l'employeur peut refuser sans justification et autant de fois qu'il le souhaite. Parce que s'il accepte, les heures de formation, elles constituent un temps de travail effectif et votre employeur sera dans l'obligation de maintenir votre rémunération. Donc, pour les formations qui sont assez courtes dans le temps et si votre employeur refuse votre demande d'autorisation d'absence, vous avez toujours la possibilité de poser des congés et d'effectuer votre formation pendant vos congés. Par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si c'est pendant votre temps de travail, malheureusement, si la formation est longue et s'il n'accepte pas, vous n'avez pas d'autre possibilité, mis à part le projet de transition professionnelle que nous verrons un peu plus tard. Concernant la prise en charge, la Caisse des dépôts, elle ne finance que le coût pédagogique de votre formation, donc à hauteur des droits acquis sur votre compte CPF. On ne peut pas aller au-delà. Il n'y a aucune prise en charge du salaire ni des frais annexes. En revanche, si votre formation est un peu plus coûteuse que ce que vous avez sur votre compte CPF, il y a des abondements qui sont possibles en fonction de votre situation. Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi peut abonder votre compte CPF. Votre employeur le peut aussi si la formation que vous ciblez peut aussi servir à votre employeur. Voilà, il y a le compte aussi professionnel de prévention. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir des petits abondements sur votre compte personnel de formation qui pourront vous permettre d'effectuer quand même votre formation, même si vous n'avez pas les fonds nécessaires. Alors, le projet de transition professionnelle, on l'a évoqué très rapidement il y a quelques minutes. L'objectif, c'est de permettre à tous les salariés du secteur privé de suivre une formation certifiante ou diplômante sur le temps de travail ou hors temps de travail ou en vue d'un changement de métier ou de profession. Donc là, on cible réellement la reconversion. Donc, il y a des conditions d'éligibilité pour bénéficier du projet de transition professionnelle. Donc, il faut justifier d'une ancienneté minimale en fait en qualité de salarié. Lorsqu'on est en CDI, il faut avoir travaillé 24 mois au cours de son activité salariale, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Lorsqu'on est en CDD, il faut compter 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Donc, quand on est en CDD et qu'on décide de mobiliser un projet de transition professionnelle, il faut faire la demande pendant qu'on est en contrat de travail, pendant qu'on fait son CDD. Et une fois que le CDD est terminé, on pourra démarrer la formation. Donc, il faut bien faire la demande et faire passer son dossier avant la fin de son CDD. Au niveau des formations qui sont éligibles dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, on a bien évidemment les formations certifiantes ou diplômantes, donc le répertoire national des certifications professionnelles ou le répertoire spécifique, donc à l'exclusion des habilitations. Par rapport à ces formations-là, il faut que les organismes qui dispensent la formation que vous ciblez soient obligatoirement Calliope. Voilà, ça, c'est très important. Sinon, les dossiers auprès de Transition Pro ne passeront pas. D'ailleurs, si vous avez besoin d'avoir des informations supplémentaires,
vous pouvez aller sur www.transitionpro.fr en sachant que vous avez un Transition Pro par région. Donc, l'idéal, c'est de vous renseigner auprès de celui de votre région. Donc, Transition Pro prend en charge le coût pédagogique de la formation et votre rémunération. C'est-à-dire que si vous envisagez d'effectuer une formation qui dure 9 mois, vous faites une demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur pour la durée de la formation. Donc, si votre employeur accepte, vous faites un dossier de transition professionnelle avec votre conseiller en évolution professionnelle. Et si la formation est financée par Transition Pro finance aussi votre salaire pendant les 9 mois. Donc, ça reste une opération blanche pour votre employeur puisque Transition Pro paye votre salaire à votre employeur vous le reverse. Alors, il faut savoir aussi que l'employeur peut refuser votre demande d'autorisation d'absence. En revanche, il peut la refuser qu'une seule fois. Donc, il faut faire une demande par écrit, soit en lettre recommandée avec accusé de réception, soit vous faites une remise en main propre, mais contre signature des charges. Et l'employeur, s'il refuse, vous pouvez refaire une demande 9 mois plus tard. Et dans les 9 mois, il sera obligé d'accéder à votre requête. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le projet de transition professionnelle, il peut être intéressant parce qu'il vous permet de vous former tout en conservant quand même votre poste et vous permet de prendre en charge, voilà, que Transition Pro en tout cas prenne en charge le coût pédagogique et la rémunération liés à votre formation. Donc la demande de financement, elle est réalisée donc auprès de l'association Transition Pro donc, de votre région. Et il y a une commission, donc une commission interparitaire régionale, qui analyse votre demande. Donc, il y a 3 critères d'analyse de la demande. Il y a la cohérence de votre projet, la pertinence du parcours de formation et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc, ça, ce sont 3 critères qui sont quand même très importants, puisque au cours de cette commission, Transition Pro va vérifier vraiment ces 3 critères. On va prendre en compte les éléments de votre motivation, et ce qui va vraiment être important, ça va être vraiment les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Une fois que vous avez cette formation, est-ce que vous avez déjà une promesse d'embauche? Est-ce que c'est un métier en tension? Donc, on va vraiment étudier ces critères-là. Vous avez un autre dispositif qui s'appelle le dispositif d'émission reconversion. Donc, aujourd'hui, ce dispositif-là, est le seul dispositif qui vous permet de démissionner de votre poste de travail tout en ayant accès à vos allocations chômage. Donc, tous les salariés du secteur privé en CDI ayant au moins 5 ans d'activité salariée dans une ou plusieurs entreprises sont éligibles au dispositif d'émission reconversion. Donc, il y a différents critères. Vous avez donc soit la reconversion avec un projet de formation, donc certifiante ou non, soit une démission reconversion avec un projet de création ou de reprise d'entreprise, avec ou sans projet de formation. Donc, la première étape, quand on souhaite aller vers le dispositif d'émission reconversion, c'est de vérifier les conditions d'éligibilité. Donc, quand vous allez sur le site démissionreconversion.gouv.fr, c'est le site où tout est expliqué, c'est un site du gouvernement, vous avez les différentes étapes et vous avez un simulateur, également un simulateur de Pôle emploi qui vous permet de vérifier votre expérience salariée continue. Donc, vous rentrez bien toutes les dates de vos anciens postes et de votre poste actuel et le simulateur va vous dire si vous êtes éligible ou non. Ensuite, la deuxième étape, c'est de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser votre projet. En effet, seul le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir vous accompagner sur le dispositif d'émission reconversion. Donc, au cours des rencontres que vous aurez avec un conseiller en évolution professionnelle, vous allez travailler sur un dossier. Ça peut être le dossier de formation ou le dossier de création-reprise d'entreprise. Donc, ces dossiers-là, vous pouvez également les télécharger sur le site démissionreconversion.gouv.fr. Donc, vous allez le travailler en co-construction avec le conseiller et pour ensuite le valider. Donc, une fois que cette étape est faite,
toujours en lien avec le conseiller, hein, vous déposez le dossier auprès du Transition Pro de votre région pour faire valider le caractère réel et sérieux du projet. Donc là, encore une fois, comme pour le projet de transition professionnelle, votre dossier va passer devant une commission paritaire qui va statuer sur le caractère de votre dossier. Donc, l'étape 4, c'est qu'une fois que le caractère réel et sérieux est validé par Transition Pro de votre région, vous allez pouvoir démissionner. Vous ne démissionnez de votre poste qu'une fois que votre dossier est validé par Transition Pro. Ça, c'est quand même très important. Donc, une fois que vous démissionnez, hein, vous vous inscrivez comme demandeur d'emploi. Donc, dans les 6 mois, hein, ça c'est très important. Et ensuite, vous mettez en œuvre votre projet. Donc, il faut absolument que vous soyez inscrit et que votre projet soit réalisé dans les 6 mois après votre démission. Alors, ça, c'est quand même important. Et pour bénéficier de ce dispositif-là, il ne faut pas avoir déjà démarré la formation que vous ciblez ou ne pas avoir déjà créé son entreprise, hein, tout simplement. Donc, toutes ces étapes-là, l'inscription en formation, la création d'entreprise, etc., il faut vraiment attendre d'avoir l'aval de Transition Pro, du Transition Pro de votre région pour pouvoir démissionner. Vous avez un autre dispositif qui s'appelle le dispositif transition collective. Donc, le dispositif transition collective permet aux salariés qui ont un poste qui peut être fragilisé ou menacé de se former sur un métier porteur dans sa région, tout en restant salarié de son entreprise. Sur les sites des transitions pro de votre région, vous avez des documents qui peuvent être téléchargeables, dont la liste des métiers porteurs, qui est une enquête qui est faite chaque année, hein, en fait. Et vous avez les métiers porteurs de votre région. Les conditions, donc il y a des conditions hein, pour aller vers ce dispositif transition collective, c'est qu'il faut que l'entreprise ait fait une démarche pour identifier les emplois fragilisés. Donc cette démarche, elle se fait aussi auprès de la direction du travail. Hein. Il faut qu'il y ait une ancienneté minimale en qualité de salarié. Il faut bien évidemment être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle et il faut avoir un projet de formation diplômante ou certifiante qui débouche sur un métier porteur en région. Ça, c'est important. Et encore une fois, tous les projets sont étudiés par la commission de transition pro, aussi bien pour un projet de transition professionnelle, pour un dispositif professionnel, enfin démissionnaire, et le dispositif transition collective. Au niveau de la prise en charge, Transition Pro donc, prend en charge 100% du coût du projet de reconversion pour les entreprises de 300 salariés, donc la rémunération et le coût pédagogique. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, on est sur 75% de prise en charge et 40% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc, ce dispositif-là, il va vraiment être mobilisé lorsque il y a un emploi menacé dans la structure, un emploi fragilisé par la crise Covid, comme on a pu l'avoir il y a quelques années. Voilà, donc ça, c'est important d'aller sur le dispositif transition collective. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas certain du dispositif, vous pouvez aussi en parler avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, le CEP, le conseiller en évolution professionnelle dans tout ça, le conseiller en évolution professionnelle, il va vous accompagner dans votre projet de reconversion. Donc, tous les projets de reconversion que vous pouvez avoir. Si vous n'êtes pas certain d'être éligible à tel ou tel dispositif, c'est pas grave. Prenez un rendez-vous, vous échangez avec un conseiller et c'est le conseiller qui pourra en tout cas vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour la poursuite de votre projet. Donc, n'attendez plus, prenez rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur le site www.mon-cep.org, dans la rubrique « Je trouve mon conseiller » et en fonction de votre région, vous allez pouvoir trouver un conseiller près de chez vous parce que dans toute région, vous avez des villes différentes. Et donc, vous pouvez avoir des rendez-vous soit en présentiel, soit en distanciel. C'est vous qui décidez un petit peu de la mise en œuvre de ce rendez-vous.
Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce webinaire vous aura aidé, en tout cas, à prendre une décision pour vous reconvertir. Lors de cette semaine de l'évolution professionnelle, il y aura d'autres thématiques qui seront abordées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre d'autres webinaires. Et s'il y a des questions dans le chat, je me ferai une joie d'y répondre. Alors, je regarde un petit peu toutes les questions qui ont été posées. Alors, ma conseillère CEP m'a dit de trouver seule la formation et qu'elle validera après. Alors, effectivement, quand vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, idéalement, c'est d'avoir quand même une idée sur la formation que vous ciblez. Après, votre conseiller est aussi là pour vous aider à trouver un organisme de formation. Hein. Tout dépend de la formation que vous souhaitez faire. Effectivement, il peut y avoir une multitude d'organismes. Donc, l'idéal, c'est de faire une recherche quand même ensemble, en tout cas un peu plus poussée. Voilà. Alors, le projet de transition pro et le CPF, est-ce la même chose? Alors, non, ce n'est pas la même chose. Le projet de transition professionnelle, c'est un dossier que vous allez faire avec un conseiller qui va vous permettre de vous absenter de votre poste de travail pour effectuer une formation. Donc, cette formation peut être financée par Transition Pro et votre rémunération va être maintenue également par Transition Pro. Et donc, c'est Transition Pro qui va vous dire si oui ou non votre formation est éligible à travers une commission. Et le CPF, c'est un solde qui vous appartient parce que vous avez travaillé. Donc, vous pouvez vous former sur n'importe quelle formation qui est éligible au CPF. Alors que le projet de transition pro, ça reste quand même différent. En sachant que si vous faites un projet de transition professionnelle, Transition Pro mobilisera votre compte CPF. Hein. Donc, votre compte CPF arrivera à 0 par la suite. Ça, il faut le savoir. Alors, le délai après validation de Transition Pro. Donc, le délai, vous avez des commissions chaque mois, en sachant qu'il faut compter un délai de 2 mois maximum, hein, c'est vraiment le maximum, entre le moment où vous transmettez votre dossier et le moment où vous avez un retour de Transition Pro. Voilà. Ça reste quand même assez rapide, hein, parce que 2 mois, ça passe très, très vite. Après, s'il y a des urgences, vous pouvez toujours contacter Transition Pro de votre région et voir si votre dossier peut passer avant les 2 mois, parce que ça peut arriver que voilà, l'organisme n'ait plus de place en formation ou autre. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, ok. Alors là, je vois qu'il y a une personne qui est allée sur cep.org, a trouvé au plus près de chez elle un CIBC. Ce genre de formation propose uniquement des bilans de compétences ou autre chose. Non, donc du coup, le CIBC, si c'est de votre région, ça veut dire que c'est lui qui a été choisi comme opérateur du CEP, pour délivrer en tout cas le service CEP. S'il est sur le site, ça veut dire qu'il faut contacter directement le CIBC de votre région. Alors, est-ce que l'employeur est obligé d'accepter le projet de transition professionnelle? Alors non, l'employeur n'est pas obligé d'accepter votre projet de transition professionnelle puisque vous faites une demande d'autorisation d'absence. En revanche, s'il refuse votre projet, vous pouvez refaire une demande 9 mois plus tard et dans 9 mois, en tout cas, la demande sera obligatoirement acceptée puisque l'employeur a le droit de refuser qu'une seule fois votre demande de transition pro. Hein. Alors, au niveau de la reprise d'études, donc, c'est-à-dire la reprise d'études, parce que ça peut être un BTS, ça peut être une licence, ça peut être, ça dépend de la formation en fait au niveau de la reprise d'études, parce que si la reprise d'études, elle est supérieure à 1 voire 2 ans, du coup, vous allez généralement, très certainement, mobiliser le dispositif démissionnaire. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'absenter de son poste de travail pendant 2 voire 3 ans. Voilà. Alors, pour les indépendants, c'est la même chose. Hein, ils peuvent bénéficier d'un projet de transition professionnelle ou se former via leur CPF. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que j'ai répondu à tout. Peut-être il y en a d'autres qui vont arriver ou pas. Alors, je vois que quelqu'un est en train de taper.
Alors, peut-être d'autres choses. Alors, ok, donc dans quel cadre faire une immersion professionnelle tout en étant salarié? Alors, ça, c'est la grande question de l'immersion professionnelle tout en étant salarié, parce que c'est très compliqué de faire une immersion quand on est salarié, parce que souvent, les entreprises vont vous demander quand même une convention, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez quand même être couvert. Donc ça, après, il faudra s'en référer aux transitions pro de votre région, voir s'il y a une possibilité avec eux. Alors, donc j'ai bénéficié d'un CEP il y a quelques mois, puis j'ai déménagé, puis je reprends rendez-vous avec mon ancien CEP ou mon nouveau dans ma nouvelle région. Alors, ça dépend d'où vous en étiez en fait dans votre accompagnement, parce que si vous avez déménagé, que ça va être compliqué pour vous d'être suivi par votre ancien CEP, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller de votre région où vous êtes actuellement. Mais après, généralement, quand on démarre un accompagnement avec un conseiller, il faut quand même le poursuivre. Mais ça dépend encore une fois d'où vous en étiez. Est-ce que vous avez plusieurs rendez-vous, un seul, ça peut être compliqué. Alors, en tant que professeur des écoles dans le secteur public, vers quel dispositif puis-je me tourner? Alors, quand on est dans le… Bon, là, on a parlé vraiment du secteur privé, puisque les conseillers en évolution professionnelle interviennent dans le secteur privé, les indépendants. Quand on est dans le secteur public, quand on a un contrat de droit public, il faut directement s'en référer à son supérieur. Donc là, peut-être en tant que professeur des écoles, voir directement avec le rectorat. Mais vous ne pourrez pas bénéficier d'un conseiller en évolution professionnelle, en tout cas tant que vous êtes dans le secteur public. Donc il faut voir directement en interne. Alors, donc, ensuite, y a-t-il une limite d'âge pour entamer cette démarche? Non, il n'y a aucune limite d'âge pour entamer un PTP ou un dispositif démissionnaire. Moi, j'ai suivi une dame qui avait 60 ans et son dispositif a été accepté, donc ça ne bloquera pas de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'est pareil. Je vois que c'est une question qui revient assez souvent. Alors, un changement de secteur d'activité sans changement de métier constitue-t-il une reconversion? Alors, en fait, quand vous allez faire un projet de transition professionnelle, quand vous allez créer votre dossier, vous allez avoir des codes ROM à noter dans votre dossier. Donc, il faut, quand on fait une reconversion professionnelle, il faut que le code ROM change. Donc, si aujourd'hui vous êtes secrétaire et que vous avez un code ROM de secrétaire, il faut que le code ROM change. Donc, il faut absolument que vous puissiez soit avoir une montée en compétences, peut-être secrétaire comptable, et là, le code ROM va changer, mais il faut absolument que le code ROM change. Sinon, ça reste bloquant pour votre demande. Alors, il y a des questions qui sautent, je ne vois pas tout. Alors, au niveau des enquêtes métiers, bon, je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a répondu. Voilà, vous pouvez trouver quand même des modèles d'enquête métiers directement sur le net pour pouvoir contacter soit des centres de formation. Alors, plutôt les enquêtes métiers, on va plutôt être sur le côté professionnel que dans les centres de formation. Mais vous avez plusieurs modèles et après, vous pouvez aussi en parler avec vos conseillers en évolution professionnelle. Les conseillers, généralement, ils ont quand même des modèles par rapport à ça. Donc, je pense que vous pouvez voir directement avec votre conseiller. Alors. Bon, mais écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions. En tout cas, je n'en vois pas d'autres. Certaines sont coupées, donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire une démission dont j'envoie une autre reconversion en étant en mi-temps thérapeutique? Oui, vous êtes salarié, donc vous pouvez faire une démission reconversion. Il suffit juste de remplir les conditions d'éligibilité. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, y a-t-il un plafond dans la prise en charge de la formation? Alors, ça, il faudra se rapprocher du Transition Pro de votre région, mais effectivement, en fait, dans le coût de Transition Pro, ce n'est pas que le coût de la formation qui va être pris en charge, c'est aussi le coût de votre salaire. Donc, il y a des enveloppes globales, en fait, et même s'il n'y a pas vraiment de plafond,
Si ça se trouve, en vous finançant une formation à 50 000 euros plus votre salaire, mais peut-être que le Transition Pro de votre région, au lieu de vous financer à vous, malheureusement pour vous, mais peut financer 10 ou 15 autres personnes. Donc voilà, en fait, on va vraiment étudier dossier par dossier. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse commission. Parce qu'il peut y avoir des formations assez coûteuses. Mais encore une fois, voilà, ça dépend vraiment de l'enveloppe budgétaire que peut avoir le Transition Pro de votre région. Dans les petites régions, les enveloppes budgétaires à 50 000 euros, c'est sûr que ça ne passe pas. Après, dans les grosses régions, c'est à voir avec Transition Pro. Mais bon, ça reste quand même une question de priorité. Et bon, et puis de toute façon, de mémoire, une école type HEC, ce n'est pas un an. Donc, du coup, ça nécessiterait certainement un dispositif démissionnaire. Et il faut savoir que dans le dispositif démissionnaire, c'est à vous de financer votre formation. Et Transition Pro n'interviendra pas là-dessus. Voilà. Bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres thématiques qui pourraient éventuellement vous intéresser pour la suite, pour votre reconversion, voilà, pour vous former, etc. Voilà. Mais je vous remercie à tous. Bon après-midi. Au revoir.